Ok, je vous ai laissé le choix et vous avez choisi de m'attirer des ennuis. Le sujet d'aujourd'hui va porter à débat. Je ne laisse pas le suspense durer plus longtemps. Le sujet c'est... Ceci n'est pas une déclaration de guerre. Donc les pro-morts, on se calme, je ne vais pas vous rentrer dedans. Et les anti-morts, eh bah... on se calme aussi. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous faire l'apologie du mort. Mais je ne vais pas non plus le descendre comme s'il s'agissait d'un supporter de l'OM. Même si j'ai rien particulièrement contre le football, hein, mais bon. Mon objectif ici, c'est pas de prendre parti pour un camp ou pour l'autre. C'est simplement de vous exposer des faits, afin que vous soyez en capacité de vous faire votre propre jugement, en connaissance de cause. Et peut-être qu'à la fin, je vous donnerai mon avis, si vous êtes sage. Commençons par le commencement. Moi je sais, moi. Oui. C'est l'anatomie, le commencement, c'est l'anatomie. Eh bien non, c'est l'histoire. Comment l'homme en est arrivé à mettre un mors dans la bouche de son cheval? Il y a fort longtemps, le cheval n'était point destiné à du loisir. Il servait à retourner la terre pour les paysans les plus riches. Les autres utilisaient des bœufs. Il servait à faire la guerre puisqu'un soldat à cheval est plus rapide et est plus haut, donc hors d'atteinte. Ils étaient également utilisés pour le transport de marchandises et le déplacement des personnes. Ah si, je vous dis n'importe quoi! Le cheval était un loisir dans les familles de haute bourgeoisie, pour la chasse à courre. À l'époque, la notion de conscience animale, de bien-être animal et d'émotion que peut ressentir le cheval est pas franchement la base de la relation qu'ils établissent avec l'animal. Bien sûr, les familles, et notamment les paysans, devaient être hyper attachés à leur gros percheron. Mais peut-être pas pour des raisons affectives comme c'est le cas aujourd'hui. Enfin, je sais pas, moi je dis ça, mais j'étais pas là à l'époque. Hein. C'était surtout, à mon sens, pour des raisons économiques. Parce qu'un cheval coûte cher à l'achat et à l'entretien. Oui, déjà à l'époque. Et perdre un cheval ou avoir un cheval moins efficace, c'est perdre en rentabilité. L'attachement au cheval était donc complètement différent, puisque c'était bien plus un animal utilitaire ou de travail qu'un animal de loisir, voire de compagnie comme c'est le cas aujourd'hui. Et pourquoi je parle de tout ça alors que le sujet du jour c'est le mort? Eh bien justement, Jamy. Merde, ça y est, je me transforme en c'est pas sorcier. Il fallait que les chevaux obéissent et vite. On pouvait pas se permettre de perdre un an à éduquer un cheval. Et même quand je dis perdre un an à l'époque, aujourd'hui un an c'est complètement dérisoire pour être l'éducation d'un cheval. Il fallait que l'éducation, ou plutôt l'obéissance, soit rapide. Et vous savez à quel point le cheval est un animal gentil? Sauf Caramel, hein. Je me rappelle moi, le poney du Poney Club, il voulait tout le temps manger de l'herbe. Le soumettre avec la force est alors si facile. Un cas plus difficile que les autres, on augmente la dureté du mort. C'est d'ailleurs incroyable à quel point les morts n'ont pas changé à travers les siècles et les siècles. À l'exception de quelques ornements, mais ça c'est pas plus mal. Donc comment on en est arrivé à mettre un mort dans la bouche de nos chevaux? Pour les dresser vite. Maintenant on passe au concret. Le mort dans la bouche du cheval se trouve en regard des barres, c'est-à-dire la zone de la mâchoire qui se trouve au niveau de la commissure des lèvres. Jusque là, normalement, je ne vous apprends rien. Son action normale agit donc sur la commissure de la lèvre. Lors d'une action de renne par exemple, le cheval interprète l'action mécanique qui est exercée sur sa commissure des lèvres comme le signal qu'il faut tourner, parce qu'il l'a appris. On est d'accord? C'est pas notre petit bras qui tourne la tête du cheval, c'est lui qui entreprend l'action. On envoie la demande avec la renne et il répond comme il a appris à le faire. Sinon, c'est que vous êtes une grosse brute. Cette vidéo pourrait durer 1 heure tellement il y a 1000 choses à dire sur le mort. Des bonnes comme des mauvaises. Donc j'ai fait un choix et je ne vais aborder que 3 points. On attaque le premier qui risque déjà de faire jaser dans les chaumières. Les barres. Du métal dur, reposant sur un os. Pour se mettre dans la peau du cheval, prenez votre mort, placez-le sur l'os de votre nez et sautez. Je vais pas le faire parce que ça fait très mal. Eh bien c'est exactement ce qui se passe quand les montants du mort sont mal réglés et que le mort repose directement sur la barre. Ou encore lors d'une action de renne mal orientée ou avec un cheval encapuchonné. Je m'explique. Selon l'orientation normale des forces et avec un alignement bouche-poignet-coude à peu près correct, la force produite par votre action de renne amène le mort en direction du fond de la bouche. Il ne rencontre donc normalement pas d'obstacle si l'action de main est modérée. Si vous modifiez l'orientation de votre action de main, avec par exemple des mains sur les genoux, comme il est un peu trop courant de voir, l'action du mort est alors sur la barre du cheval. Aïe. Si la tête de votre cheval est orientée trop basse, l'exemple parfait c'est le cheval encapuchonné. Comme vous le constatez sur ce magnifique schéma, l'action est aussi directement sur les barres. Aïe. Pour conclure sur les barres, un mort bien réglé ou bien utilisé ou avec une matière souple type caoutchouc ne semblerait ni douloureux ni particulièrement gênant pour le cheval.
Point suivant, le palais. Vous avez tous dû voir passer ces images prenant la double brisure en dépit de la simple brisure. Moins de risque de piquer le palais. On rejoint ici mon premier point. Tout dépend de l'orientation de la main. Plus les mains sont basses, plus la brisure rentrera dans le palais du cheval. Et évidemment l'inclinaison de la tête du cheval. Mais la taille du mors joue aussi un rôle. Plus le mors est grand, plus il viendra piquer le palais en se pliant. D'où l'importance d'être sûr et certain que la taille du mors correspond bien à la bouche de votre cheval. Les brisures multiples ou les morts droits pourraient alors être une bonne alternative pour contourner le problème. On voit ça dans le point suivant. Entre les barres, le mors repose sur la langue. En fonction de l'épaisseur de la langue et de la profondeur du plancher buccal, le mors peut venir comprimer la langue contre le fond de la bouche. Attention à ne pas être catégorique là-dessus, on n'a pas tous la même langue. Enfin, eux, ils ont pas tous la même langue. Et forcément, un mors droit comprimera davantage la langue qu'un mors brisé. Moi, ce qui m'intéresse avec la langue, c'est le grand mythe de la salivation. À l'heure actuelle, rien ne relie réellement la salivation et la décontraction. Ok, un cheval qui est ultra stressé, il risque pas de saliver. Neurologiquement, c'est incompatible. Mais cheval décontracté égale salivation... Pourquoi? J'ai cherché, hein. Y a rien de sérieux là-dessus. Mais je vais vous expliquer ce qui me turlupine vraiment. La langue possède des récepteurs mécaniques. C'est-à-dire que quand elle est mécaniquement stimulée, elle active en réponse la production de salive. Le mors frotte sur la langue. Il stimule donc mécaniquement la langue et active la production de salive. Sauf que, essaye de déglutir, ça veut dire avaler ta salive, et respirer en même temps. Bah tu peux pas. Il y a un carrefour dans la gorge qui fait qu'on peut pas tout faire en même temps. Ça s'appelle le pharynx et c'est lui qui décide si c'est les voies respiratoires ou digestives qui sont ouvertes. Ok stop l'air, il y a trop de salive là. Allez on vidange, on vidange, on vidange. Ok stop, l'air à toi, allez on y va, on y va. L'air, tu sais, ce qui apporte l'oxygène à tes muscles pour qu'ils fonctionnent. Eh ben figure-toi que le cheval aussi il a besoin d'oxygène pour fonctionner. Donc chaque fois que le cheval avale sa salive, car non, il laisse pas tout couler comme ça de manière dégueulasse, l'air ne peut être ni inspiré ni expiré. Donc plus de salive égale rupture dans la respiration égale moins d'oxygène et plus de CO2. On en arrive donc à la question qui m'interpelle. Quid de la salivation dans la performance du cheval? Alors en plus avec des morts en cuivre ou des morts à jouets qui font tout pour stimuler la salivation du cheval, si jamais il y a des scientifiques qui veulent faire des mesures là-dessus, ça m'intéresserait grandement parce que c'est une vraie question que je me pose. Pour conclure, ce qui pourrait être négatif sur les barres ou le palais peut en partie et sous plein de conditions, port de tête, main du cavalier, réglage du mort, taille du mort, etc. être évité ou contourné. Pour la langue, on trouve des morts avec des passages de langue, mais souvent très lourds et pas ultra confort non plus. À mon sens, on résout pas le problème, mais l'effort est là. Et pour la salivation, je sais même pas trop si ce que j'avance est vrai, donc... Mais quand je vous raconte tout ça, je vois un peu plus loin. Rappelez-vous ce que j'ai dit au début. Oh mais attends, c'était il y a longtemps! Un cheval tourne suite à une action de renne parce qu'il a appris à le faire. Il a appris le comportement pour répondre à cette demande. Encore une fois, il tourne pas la tête parce qu'on tire et du coup ça tourne la tête. Bah ouais, parce que moi je me souviens, Pompon, quand il voulait pas tourner, il tournait pas, hein. Est-ce que apprendre ce comportement en réponse à une autre action que celle du mort ne serait-elle pas envisageable? La jambe, un signal visuel, une pression, et que sais-je d'autre? Et pourquoi on utilise systématiquement un mort? Bah pour la précision. Si c'est ce que tu penses, je t'invite à aller t'abonner à Alizé Froment et tu reverras peut-être le caractère systématique du mort. Il y a 1 millier d'autres sujets à aborder concernant le bridon classique en équitation. Et même tout autre moyen de contrôler le cheval. Tous ont leurs avantages et leurs inconvénients. Et mon avis là-dessus... J'ai pas envie de vous dire que quelque chose est mieux que quelque chose d'autre. Qui suis-je pour me permettre de vous dire ça? Et je m'adresse ici aux personnes ne vivant pas de l'exploitation du cheval. Ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est que le cheval, c'est du loisir. Notre fierté d'arriver premier en club 2 ou de se la péter parce qu'on monte en bride, passez là souvent avant ce qui serait le plus agréable ou le moins inconfortable pour le cheval. On choisit l'efficacité. Parce que oui, de manière générale, un cheval apprend plus vite avec un mort dans la bouche. Mais est-ce qu'on est pressé? Faut rentabiliser l'achat du poney? C'est certainement pas en gagnant la mode que tu vas rembourser les frais que t'as fait pour ton cheval. Et si la bonne réponse est oui, on est pressé, alors pourquoi? Et en dépit de quoi surtout? Soyons libres d'utiliser le cheval comme on l'entend et comme il nous plaît, mais s'il vous plaît, soyez respectueux et pensez à lui. On lui doit tant. J'espère que j'ai blessé personne avec ces derniers mots, mais que je vous ai plutôt donné matière à réfléchir. Je sais que cette vidéo va pas plaire à tout le monde. Mais s'il vous plaît, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mettre un mort dans la bouche du cheval n'est pas le négliger. Il m'arrive de monter en mort. Et je ne doute pas que parfois il soit absolument nécessaire. Mais il s'agirait d'évoluer un peu. Comment expliquer que les concours de dressage, hors libre, ne soient ouverts que en filet simple, si ce n'est par tradition? Et ça,
ça m'horripile. N'hésite pas à partager cette vidéo si tu penses qu'elle peut intéresser autour de toi. Et je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, envers et contre tout. À très bientôt!